Et Lisa Loto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. Comme annoncé, nous allons parler ce matin de l'état d'avancement du projet Oasis Village. C'est dans le nord-est. On peut dire que le projet, en quelque sorte, a été lancé il y a quelques semaines avec l'arpentage du terrain qui sera servi donc d'espace pour la construction de certaines infrastructures devant accueillir la zone franche. Avec nous sur le plateau, le docteur Jean Palerme Mathurin, considéré comme étant l'un des principaux promoteurs de Oasis Village. Docteur Mathurin, bonjour, un plaisir de vous avoir avec nous ce matin sur le plateau de Métropole. Merci. Et nous espérons qu'il n'y aura plus d'arrêt, parce que ça fait déjà pratiquement 4 ans et on a reçu des investisseurs extrêmement importants qui ont dû quitter pour aller s'installer ailleurs, mais que pour le moment, donc nous avons un certain nombre d'autres investisseurs tout aussi importants. Nous espérons que le pays ne les perde pas. Voilà. Ça veut dire que malgré retard, cette série de retards cumulés, investisseurs pas aller? Il y en a qui sont partis. Par exemple, les gens dans notre pays parlent pour des choses, donc juste pour parler parfois. Et il y a eu beaucoup de blablabla autour du processus de raffinage de l'or qui aurait pu se faire ici à partir des minerais importés et d'autres endroits. Il y a des gens qui sont choqués par le fait qu'on peut se déplacer avec des minerais dans d'autres pays, les accumuler dans un second pays et ensuite venir les traiter dans un troisième pays. Ce fut le cas pour nous avec ce partenaire. Et qui disent qui se plaignent. Il y en a d'autres qui pensent que dès lors qu'on amène des activités de la sorte dans le pays, c'est pour pouvoir voler des choses dans le sol ou dans le sous-sol haïtien, alors que le projet Oasis Village n'a rien à voir dans le sous-sol du pays. Il y a aussi qui se plaignent de l'idée qu'il y ait de la pollution potentielle dans ces genres d'opérations et que cette initiative n'avait rien qui visait à polluer, au contraire. C'est une zone franche qui va être placée sous le signe de la durabilité, compte tenu de la dimension des investissements qui vont s'y faire. Donc, et ces gens ont attendu et ont traîné ou ont tenté de négocier ou de trafiquer des choses pour finalement ne jamais convoquer cette fameuse réunion du Conseil national de zone franche afin de statuer sur le projet. Donc, finalement, on a perdu un certain nombre d'investisseurs, mais grâce à Dieu, on a pu en attirer d'autres. Et c'est ce qui est intéressant dans les démarches pour monter des projets aussi importants, c'est qu'il ne faut jamais s'arrêter de chercher, ou de discuter ou de rencontrer des investisseurs. Parce que ce que le monde haïtien ne connaît pas trop, c'est que la localisation d'Haïti en soi est une grande attractivité. Et que du fait de notre position géographique et les passages qu'il y a autour de ce pays, c'est un point extrêmement intéressant lorsqu'on présente un projet cohérent face aux acteurs qui sont en quête d'opportunités, ça retient leur attention. Donc c'est grâce à cela qu'on parvient à garder un certain nombre d'acteurs et de nouveaux investisseurs qui se mettent en ligne aujourd'hui. Vous en avez combien aujourd'hui? Pour la zone franche à proprement parler, nous avons actuellement près de 25 entreprises qui sont en ligne d'attente. Et il y a d'autres qui, hier soir encore, il y en a d'autres personnes qui appellent pour demander quand est-ce que les espaces seront disponibles parce qu'ils souhaitent venir s'y installer. Mais pour ce que nous envisageons de faire dans la zone franche Oasis, nous devrions profiter de cette occasion pour dire aux potentiels intéressés nationaux que le projet Oasis Village est dimensionné à une échelle assez grande. Et dans le cadre de la grandeur de cette échelle, donc, nous ne prévoyons pas d'accueillir de petites ou de toutes petites entreprises. Nous prévoyons d'accueillir des entreprises capables à la fois de produire
en quantité importante pour le marché international, parce que c'est une place de marché international que nous sommes en train de développer. Et nous ne sommes pas en train de produire pour le marché haïtien. Certes, la loi haïtienne permet, dans le cadre d'un projet de zone franche, d'envisager de dégager, si besoin, s'il y a demande justifiée dans le pays, s'il y a possibilité d'exporter vers le pays jusqu'à 30% de la production. Mais généralement, la production qui se fait en zone franche, c'est une production qui est destinée sur le marché international. Donc, c'est dans cette dynamique que nous sommes. Donc, nous leur avons dit qu'il y aura probablement des espaces, mais il y a une dimension d'espace en dessous de laquelle nous ne pouvons pas y aller. Voilà. Mais ceci dit... Et pourquoi ces investisseurs ne vont pas à Caracol, par exemple? Et il y a au moins 2 défis qui empêchent, pour le moment, aux investisseurs importants de se rendre à Caracol. D'ailleurs, le plus gros des investisseurs que j'avais amené à Caracol a dû quitter et Haïti a perdu un grand nombre d'emplois de cet investisseur coréen. Et ces 2 problèmes centraux, c'est d'abord l'insuffisance et les problèmes de qualité de l'énergie électrique. Et le deuxième gros problème, c'est lié au transport maritime. Et de fait, c'est un projet qui était conçu avec la capacité d'avoir 36 MW d'électricité de disponible et un port dans la zone de Fort-Liberté. Donc, ces défauts-là ont handicapé le décollage viable de Caracol. Mais n'empêche que Caracol continue à construire et actuellement, Caracol est en train de mettre en place une centrale solaire, mais encore de toute petite capacité par rapport à la demande qui existe. Donc, les activités que nous avons à faire ne peuvent pas rentrer dans le comment on peut dire ça, dans la taille de Caracol. Caracol est trop petite pour recevoir ce que nous allons faire. Caracol est sur 246 hectares. C'est une petite opération. Oasis, et là, on a une première estimation des terrains qui sont estimés pour l'accueil de Oasis. Et nous sommes en train de regarder quelque chose au-dessus de 3000 hectares, avec à la fois un accès maritime. Alors, on va peut-être regarder un petit peu ce que contient ce projet Oasis en termes de ses composantes, mais avec un accès maritime sur à la fois une façade sur la baie de Fort-Liberté et une façade de près de 10 km sur l'océan Atlantique et le canal du Vent. Maintenant que c'est lancé, avec les opérations d'arpentage de fin septembre dernier, c'est pourquoi j'ai parlé du concret au début de l'interview. Et ça, apparemment, vous êtes d'accord. Nous avons franchi une belle étape. Et très concrètement, nous avons eu l'autorisation d'engager l'arpentage et de fait, nous avons fait l'arpentage. Donc, nous avons reçu sur place une équipe de 3 professionnels, techniciens venus de la Direction générale des impôts au niveau central, qui a été complétée par d'autres arpenteurs dans le département du Nord-Est et avec toute la logistique et toutes les équipes techniques qui étaient autour, incluant la sécurité, la présence des municipalités, des représentants des AZEC et KAZEC, des représentants de municipalités de Ferrier comme de Fort-Liberté, et pendant du 1er jusqu'au 9 ou 10 octobre, qui étaient là avec nous pendant toute la réalisation de cette opération. Donc cette opération a eu lieu. Maintenant, les informations sont en train d'être traitées et qu'on attend que la DGI finalise le procès-verbal d'appontage. Et puis, nous, parallèlement, on poursuit les discussions. Par rapport à la taille du projet, je présume que des gens de la zone ont dû donc vous réserver un bel accueil. Je présume. Mais vous avez dû faire face aussi à des détracteurs, si je ne m'abuse, des gens qui ont des réserves par rapport au projet, des gens qui auraient, parce que bon, je ne sais pas trop,
Bon, en général, alors, nous sommes un pays un peu bizarre. Très souvent, dans les environnements où des initiatives économiques majeures, des initiatives économiques aussi importantes arrivent, et c'est ce que nous avions eu dans la région du Nord et du Nord-Est, et c'est l'accueil très chaleureux et très encourageant. Je peux vous dire, Wendell, pendant ces 2 semaines, nous avons été toujours et avec une grosse équipe, avec des gens, des ingénieurs, des gestionnaires et des sociologues et des environnementalistes et qui sont originaires de la région du Nord-Est et qui ont payé leur temps pour venir voir parce que ça valait la peine qu'ils voient déjà le site. Okay? Et ça, c'est parce que pour comprendre, sur la carte de la République, c'est toute cette partie est de la baie de Fort-Liberté qui sort de l'entrée de la baie, et, en commençant par le fort La Bouque, et pour aller jusque vers la rivière Massacre, qui limite le territoire haïtien de la République dominicaine. Et que c'est un terrain qui est occupé principalement par des bayarondes, donc c'est des arbres avec des piquants. Donc qui est difficile de se déplacer et en grande partie. Donc c'était une occasion extrêmement intéressante pour ces gens de profiter pour se déplacer avec nous parce qu'on a dû employer, je crois, 9 personnes avec leurs machettes pour faire les routes, pour nous permettre de traverser. Donc on était pratiquement près d'une trentaine de personnes chaque jour. Et donc parmi elles, il y en a qui changent et il y en a qui étaient là du premier jusqu'au dernier jour, donc qui accompagnaient, donc qui recevaient le projet. Le maire de Fort-Liberté, le maire de Ferrier, les Kazakh. Et ces gens étaient constamment là parce qu'ils appellent de leur vœu l'arrivée d'un tel projet. Effectivement, parallèlement, il y a eu, notamment sur Internet, mais il n'y a pas eu de résistance de quoi que ce soit vis-à-vis de l'accueil de ce projet. Donc, sur les réseaux sociaux, il y a eu un certain nombre de... Je les considère comme étant des interrogations. Pas vraiment des détracteurs, parce que dans l'état où se trouve le pays, je ne crois pas, je ne souhaite pas que des gens puissent s'amuser à faire obstacle au progrès. Parce que toutes les sociétés qui avancent, tous les pays qui progressent, ça passe quand même par des initiatives tant publiques que privées et à caractère d'investissement. Donc, il ne faudrait pas que les gens se mettent en tête que le développement du pays va tomber du ciel. C'est quelque chose qui est coordonné et qui va se faire de façon durable, tant pour les investissements qui vont s'y installer, pour le pays qui accueille, pour nous autres qui portons ce projet et pour les gens qui viennent pour y travailler et réaliser leur vie. Donc, il n'y a pas grand-chose il n'y a pas de crainte pratiquement à avoir. Bon, certainement. Il y en a qui expriment des préoccupations. Là, maintenant, j'ai un message de quelques professionnels du patrimoine qui se disent préoccupés par la zone d'emprise du projet et qui se seraient trouvés dans une aire protégée. Voilà une réserve exprimée par des gens. C'est normal. Alors, nous avons peut-être dans les 2 régions du pays des préoccupations de la sorte qui ne font que s'exprimer. Il y a eu une décision qui prend de la zone tu vois, le port la rivière de Haut-du-Cap qui descend près de la ville du Cap-Haïtien. Il y a eu une décision qui a été adoptée et faisant de cette partie-là de la baie du Cap-Haïtien pour aller fermer à l'entrée en fait, de la rivière Massacre et dans le nord-est. Et toute cette partie du territoire, on a dit que c'est considéré comme aire protégée, qu'on appelle un fameux projet des 3 baies. Et les gens de la zone se posent la question de savoir qu'est-ce qu'ils ont ici comme alternative par rapport à ce fameux projet des 3 baies. Qu'est-ce qu'ils en tirent? Et la conséquence, on avait montré pendant les reportages réalisés pendant l'arpentage qu'il n'y a aucune présence de l'État dans ces espaces-là pour le moment. Et les arbres, les bayarondes, sont systématiquement coupés
et parce qu'il n'y a pas d'alternative en termes de travail et de profession vis-à-vis des gens vivant dans ces environnements, ils ont dû couper les arbres pour pouvoir survivre. Les mangroves, dans une aire protégée, il y a des arbres, il y a des infrastructures, il y a un patrimoine qui aurait dû être suivi et protégé. Là, il y a des mangroves, on les a observés. Il y a le lagon aux bœufs, qui est un endroit où les canards et les espèces et voyageurs viennent pendant les périodes d'hiver dans le nord des Amériques, ils viennent y séjourner. C'est vrai. Et dans le cadre du projet Oasis, ce que l'on compte faire, c'est de mettre en valeur tous ces espaces-là en les protégeant et en les renforçant. Nous n'avons aucun intérêt à détruire, parce que c'est notre pays. Et les activités qui vont venir s'installer dans cette zone sont des activités aussi qui prévoient de rester et de durer. Et de durer avec une grandeur, et parce que quand même nous sommes en train de parler de possibilités de développer une zone capable d'offrir une autre image de notre pays. Donc il n'y a rien de casse qui vont se faire. Au contraire, la zone qui est peut-être les deux zones qui nécessiteront beaucoup plus d'attention, c'est là où il y a des points de mangrove qui sont aujourd'hui détruits. Donc nous, on envisage de les reconstituer, de les renforcer et de les protéger. Là où il y a le lagon aux bœufs, donc ce lagon-là va être traité pour éviter qu'il y ait trop de boue et des puits qui arrivent très souvent et qui remplissent. Mais également la pêche abusive qui y est faite. Si c'était possible, je vous montrerai des images de la taille des petits poissons qui sont en train d'être capturés dans ce lagon, alors qui normalement auraient dû être préservés et pour permettre la reproduction et la croissance et la reproduction de ces espèces-là. Les espèces qui en 6 mois auraient pu avoir 12-15 cm de long et qu'actuellement qui ne font même pas 2 cm, qu'on est en train de les chasser. Donc il va y avoir une prise en charge et c'est pour cela que nous sommes disposés à aller non seulement voir avec la direction qui s'occupe des aires à protéger du ministère de l'Environnement, pour que ce soit avec eux que l'étude d'impact environnemental soit réalisée, de façon à ce que notre société puisse prendre ses responsabilités en indiquant les plans alternatifs qui permettront de sécuriser, de renforcer et de protéger ce qu'il y a lieu de protéger. Et nous n'avons aucun intérêt à détruire. Encore une fois, il s'agit des choses qui appartiennent à notre patrimoine commun et à notre pays. Merci, Dr Jean-Palerme Mathurin. Nous allons observer la pause et nous reviendrons avec d'autres réserves exprimées par les auditeurs et téléspectateurs. Éventuellement, si on a le temps. J'aurais bien aimé qu'on prenne 5 minutes pour dire aux gens de quoi il s'agit, le projet Oasis, parce que je n'ai pas l'impression que les gens... On le fera au retour. D'accord. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le docteur Jean-Palerme Mathurin est l'invité de ce matin. À tout à l'heure, après la pause. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole, ce matin avec notre invité, le docteur Jean-Palerme Mathurin. Et avec notre invité, nous parlons du projet Oasis Village. Je vois qu'il y a beaucoup de manifestations d'intérêt, si je peux m'exprimer ainsi. Manifestation d'intérêt, il y a aussi des préoccupations, docteur Mathurin. Et parmi les réactions, il y a celle d'un auditeur ou d'un téléspectateur, si je ne me trompe pas, qui voudrait savoir si vous avez un document de non-objection de la part du ministère de l'Environnement. Si oui, est-ce que vous pouvez montrer ce document de non-objection du ministère? Et deuxièmement, aviez-vous connaissance de la délimitation de l'aire protégée en concevant ce projet?
Alors, il faut comprendre, lorsqu'il s'agit d'un projet de zone franche, il y a une démarche institutionnelle qui franchit un certain nombre d'obstacles et qui franchit un certain nombre d'étapes. Et dans le cadre du projet Oasis Village, nous avons introduit ce projet, ça fait 4 ans, auprès des autorités haïtiennes. Et peut-être pour faciliter, plus le monde comprenne plutôt que me dire ça dans des mots beaucoup plus simples. Nos projets de zone franche industrielle, ils doivent respecter un certain nombre de critères. Okay? Projet zone franche Oasis Village, nous soumettons projet ça va faire 4 ans auprès de la Direction générale des zones franches qui soumettent pour que ça part après analyse sous éligibilité de projet soumettent au Conseil national de zone franche pour non-objection. Alors, Conseil national zone franche, qui est-ce qui la donne? Il y a 4 ministères qui interviennent là-dedans, en particulier. Et il y a un nombre de directions générales qui interviennent là-dedans. Parmi 4 ministères, il y a le ministère du Commerce et de l'Industrie, le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère des Affaires sociales, le ministère de la Planification et de la Coopération externe. Mais il y a tout un ensemble de directions générales, incluant la direction générale du ministère de l'Environnement, la direction générale du ministère des Travaux publics, souvent la direction générale du ministère de l'Agriculture et du ministère du Commerce, du ministère du Tourisme, etc. Lors de réunion, et ça qui fait le 15 avril 2025 qui passait là, la direction générale du ministère de l'Environnement était présente à cette réunion. Et c'est de cette réunion que le projet Oasis Village a eu son éligibilité. Donc, ce n'est pas un bagage qui saute tombé dans le ciel, son procédure, son processus qui est normalement suivi. Maintenant, et ça c'est pour le projet, le concept de projet. Et à partir du moment que nous avons éligibilité, il faut que nous réalisions les études d'impact. Études d'impact, ça, qui ça c'est des études d'impact social, impact économique et impact environnemental. Ça veut dire les projets après rentrer dans l'environnement, comment ils agissent sous aspect ça. Sur l'aspect de l'environnement, là, pour capable réaliser le travail ça, analyse d'impact ça, il faudrait bien que le terrain délimité. Et ces étapes de délimitation terrain ça, il prend quelques mois, le temps pour nous arriver, mettre dispositif là en place et gain toute autorisation pour qu'il y ait avantage la fête. Actuellement, Napton est sorti de procès verbal d'avantage là. À partir de ce moment-là, pour que nous-mêmes nous progressions, aller vers le ministère de l'Environnement, parce que c'est le ministère de l'Environnement que nous allons commanditer études d'impact environnemental là. Donc ceci dit ça, nous allons là aujourd'hui. Nous allons la lettre informant de la décision du Conseil national de zone franche qui déclarait éligibilité de projet. Nous allons l'accord de principe qui est signé par l'État haïtien à travers le pouvoir que vous baillez au Conseil national de zone franche pour qu'il y ait engagé au nom de l'État haïtien avec la société Haïti Développement Industriel International dans le cadre de la mise en place de ce projet. Maintenant, les étapes qui restent, c'est une fois que nous finissons valider l'étude d'impact, maintenant nous allons entrer dans la phase de mise en œuvre projet. Donc, l'étude d'impact, c'est ça peut-être un peu le monde comprendre. Pas un environnement côté qui pas un projet que le cas recevoir. Et c'est pas parce que c'est non air protégé. Et si n'a pas les deux air protégés, mais c'est dans même air protégé ça à quoi parler. Comme était posé question, on m'a tout répondre et tout. Et il a parlé de le projet des 3B qui inclut la baie du Cap-Haïtien, la baie du Caracol et la baie de Fort-Liberté. Mais c'est à l'intérieur des zones Bessaro. Il y a un paquet de projets qui fait tout, incluant le fameux projet de l'ancien président Jovenel Moïse, c'est dans l'espace Sahel trouvé, incluant le projet qui est initié là pour la construction d'un port, c'est pour port qui est les ports de Port-Royal. C'est dans la même zone ça, mais pas aucun monde qui a un problème avec ça. Le projet de Caracol, c'est dans la même zone ça, on le fait toujours. Mais pour qui ça fait, c'est le projet Oasis Village qui est même pour aller dans le même territoire que ça posait autant de problèmes.
Donc, je ne crois pas que, entre nous-mêmes haïtiens, il faut que nous suspendions et faire bruit. Là, pas aucune raison, parce que si nous avons fait c'est bon de jouer la carte de la sincérité, docteur Mathurin. Est-ce que ce n'est pas parce que, à côté de casquette de promoteur, si vous voulez, de ce projet, vous êtes aussi un homme politique? Est-ce que ce n'est pas ça qui fait qu'il y a des réserves qui sont exprimées? Bon, tout le monde est libre pour avoir une réserve. C'est pas, pour moi-même, docteur Jean-Paul Mathurin, j'ai l'impression que dans le pays, il y a une grande bagaille qui n'a pas qu'à retirer dans moi. Parce que si on était qu'à dénaturer, moi, retirer toute sa mie, toutes caractéristiques, moi, c'est ça qui est mieux pour un pays le monde. Mais malheureusement, ce ne sera pas possible. Et là, ça qui est important, c'est que, et c'est pas la première fois, ma porteur de projet d'envergure, donc c'est peut-être l'avantage ça que je gagne. Et que pas de monde qui a retiré l'avantage ça dans moi. Deuxième bagage là, c'est que le projet Oasis Village là l'a fait. Et l'a fait la plus utile, non seulement nous-mêmes comme porteurs et investisseurs dans le projet, la plus utile pays, et à la fois en termes des recettes et au niveau du trésor de l'État, mais également en termes de la quantité de milliers de monde qui ont possibilité de joindre le travail, et surtout la plus utile pour l'image pays, en termes de type et d'architecture et de valorisation capable de faire de territoire, mais tout la possibilité de montrer d'autres bagailles que le pays a un potentiel pour le capable de faire. Donc, il n'y a pas un problème avec le fait qu'il y a des gens qui ont fait des suppositions. Et heureusement, ce n'est pas avec supposition qu'on fait avancer le monde. Tu as des promesses que tu as faites. J'ai à plusieurs reprises. Tu as dit que en quantité X d'emplois qui parlent créer, et ceci dans les 90 jours. Non, pas 90 jours. Pas jamais dit, mais quantité d'emplois. Quantité d'emplois qu'a créé dans 90 jours, d'accord, si c'est le cas, nous commençons déjà. Parce que nous avons une trentaine de monde que nous employés pendant qu'on fait travail davantage là, par exemple. Mais ça, c'est rien par rapport à. Et travail qui va commencer by job très rapidement, une fois que nous finissons avec davantage là, c'est à la fois travail de pause de bonio et travail de clôture au terrain. Parce que là, on a parlé quand même de plus de 3000 hectares. Parce que 11 zones franches sont zones qui doivent être complètement délimitées par rapport au territoire national. Donc ça, c'est du gros chantier dans le secteur des travaux publics et qui parle lui-même et engagé en pile main-d'œuvre. Mais en termes d'emploi et durable et emploi de qualité, là, on a parlé quand même de plus de 16 000 emplois. Et c'est ça qui fait des résultats intéressants pour nous regarder qui phase, qui composante qui gagne un projet Oasis là, de façon à ce que mon yo ait une idée plus ou moins de qui ça a parlé. Là, nous avons commencé le projet, nous avons commencé sous base uniquement d'un projet de zone franche. Le projet Oasis là, et après 4 ans, le projet a beaucoup évolué parce que il gagne non seulement zone franche là, mais ça qui fait que Caracol est capable de piéger, qui fait que fait Caracol décliner. Nous disons, nous ne sommes pas d'accord pour nous mener un business dans le pays et pour le business succomber. Dans le même sort que Caracol subit. Pour ça capable éviter, nous demander pour que nous ayons accès à la mer. Accès à la mer là va permettre que nous développer ça nous relève une zone avec des infrastructures stratégiques qui en place. Infrastructures stratégiques ça c'est ça nous relève le port de transbordement avec arrière-port là. Donc là, on a parlé d'une infrastructure qui a plus de 1300 hectares. On a parlé d'une usine et une centrale électrique qui est capable de démarrer avec 250 MW pour aller jusqu'à 1 gigawatt. Et parce que ça a aussi des bagages qui sont essentiels pour capable maintenant stabiliser les conditions de fonctionnement de zone franche derrière. Mais tout, une capacité pour entreposer des produits pétroliers et capacité pour utiliser et entreposer des produits gaziers. Et parce que génération électrique là, l'a fait en grande partie à partir du gaz. Donc, nous obligés de venir avec gaz là et par voie maritime et décompresser et gazifier de sorte que on a bien gaz qui est tout disponible et au niveau de terrain ça. Maintenant, première étape, ça en lui-même, pour faire un bagage pour le pays que nous n'avons pas jamais fait, c'est que nous situer, côté nous en face passage canal du vent. Et dans le cadre du canal, ça, imaginez qu'il y a plus que 60% dans le commerce maritime mondial là, qui a transité devant nous là, et que nous n'avons pas jamais arrivé à prendre un là-dedans. Donc le projet Oasis, par sa localisation, pour aller en mesure de permettre que Haïti intégrer dans le système, ça parlait d'un type détournement du trafic maritime mondial, parce que grâce à un grand port de transbordement, ça,
qui va recevoir les bateaux de taille Panamax et post-Panamax, avec génération électricité, avec services pétroliers et services gaziers que le cas offre, l'a entraîné déjà un volume d'activités génératrices à la fois d'emplois extrêmement importants, mais également de permettre que l'espace là ouvert à travailler avant même que nous commencions à rentrer dans recevoir entreprises dans zone franche. C'est là son part de marché international que on va détourner maintenant sous territoire. Deuxième étape là, c'est zone franche industrielle là proprement dit. Donc, zone ça, c'est dit qu'il y a 16 000 emplois qui est direct et 90 000 emplois indirects qui prévoient. Donc, on peut comprendre que pour nous mettre les premières phases en route, on a besoin de 18 mois. Ça veut dire qu'on va dire que on a une quantité de travail en 90 jours. Non. On dit que il y a des travail, on habitué comment pour programmer le travail industriel et dans la dimension on a parlé là, il y a des chantiers qui ont besoin de 12 mois pour faire mise en place. Il y a des chantiers qui ont besoin de 24 mois, etc. Dans le cas ça, première phase projet, qui c'est infrastructure stratégique, ça, on a besoin de 18 mois. Et pour nous, à dire si nous avons toute autorisation, nous commençons en janvier 2026 et bon juillet 2027 et nous avons commencé le travail et nous avons commencé le travail. Deuxième espace là, c'est zone activité industrielle. Le troisième bail qui va aller pour faire dans le projet ça, c'est et ça nous relève en zone de service maritime. Dans la zone de service maritime, c'est sous partie qui va à l'intérieur de la baie de Fort-Liberté. Là, nous avons des espaces qui peuvent recueillir de magnifiques marinas, mais également d'autres services maritimes de grande utilité, qui à la fois qui mené business et mené richesse dans le pays, mais qui en même temps tout a créé des emplois assez importants et pour permettre que monde, je dis à aucun monde qui a un bateau et dans le pays pas capable de garder dans le pays parce que le pays n'a pas aucune assurance que l'offre sur ça. Et c'est ça qui fait que zone ça que nous allons créer, sont zones que nous avons mis sous toutes les garanties et les assurances internationales, de sorte que ça qui passe là-dedans, l'irrité dans le standard, côté que dans quel que soit pays qu'on on allait, ou qu'on ait des zones qu'on a rentré, il y a la vie, et la vie, la bonne vie. Et quatrième barre, c'est ça nous relève, et c'est ça, on va comprendre pour ça que fait l'important en matière de protection de l'environnement, c'est que une zone urbaine qui a bien pour développer, qui c'est quatrième partie en dans le projet ça, qui a bien pour développer, et qui lui-même, parce qu'il y a près de 2 km de plage qui fait partie de zone ça et qui baille sur l'Atlantique et que dans la zone ça on a bien pour nous développer et un ensemble de complexes immobiliers à destination des agents économiques qui ont moyens. C'est son zone économique, son zone urbaine et de grands standards. Et le centre de ce terrain a bien là-dedans un tour et tout ça a bien 31 étages. Donc, on a une présentation pour nous faire pour montrer le design de projet complet pour nous avoir une idée de qui ça va parler là. Maintenant, et ça a effrayé en pile le monde parce que son pays, côté que nous toujours tendance à faire des bagailles tout petit là-dedans. Chaque fois qu'on a fait un bail, il a toujours dit il est trop grand, il est trop gros. Et là, nous avons fait caracol là, nous avons toujours dit il est trop grand. Mais en réalité, son petit bagaille. Là, il y a une dimension un peu plus intéressante. C'est la dimension de plus de 3000 hectares. C'est la possibilité que, non seul projet ça, m'a répété, ça a gêné un pile le monde, mais c'est la possibilité pour que l'État commence capable de faire comme à partir de activités qui fait dans le pays. En particulier, nous prenons 2 exemples. Si nous prenons les produits pétroliers et nous prenons le port. Le port dans le pays, n'a pas parlé là actuellement des bâtiments de type Panamax qui ont même porté jusqu'à 15 000 conteneurs et des bâtiments de type post-Panamax qui ont porté jusqu'à 23 900 conteneurs. Le pays a pas recevoir 15 000 conteneurs pendant une année passée là. Tandis que dans ça, nous allons construire là, l'infrastructure portuaire qui va construire dans le projet Oasis là, on dit ce qui a atterri. Nous-mêmes, étant donné que c'est un port privé que la pierre, nous-mêmes, nous pas décidé de charger $10 aux acteurs parce qu'on a baissé le prix pour les acteurs. Mais quand même, le fait que c'est un port privé, chaque tonne de marchandises qui atterrit dans le port, l'État a fait $3 américains. C'est ça, là, nous dit que si on prend le port déjà en lui-même, et pour volume de marchandises qui a transité par là, c'est une. Mais là, on prend produit, opération de réception et de redistribution à l'international des produits pétroliers et en quantité, parce qu'on a parlé là d'un entreposage de minimum 25 millions de barils de produits. En contenant qu'un baril, il y a 42 gallons là-dedans. Bon, là, il y a des dimensions de barils comme ça, qui a rentré dans le territoire, qui a transité dans le territoire, où aider l'État, non seulement pour le rentrer comme et produit ça qui arrive, mais ou permettre à ce que ou stabiliser
l'approvisionnement intérieur du pays, parce que la loi pays a dit qu'on peut réexporter vers l'intérieur du pays jusqu'à 30%. Donc, là, des bagailles qu'on s'arrive fait, c'est pays à la aidé lever. Donc, on t'a demandé haïtiens, frères, sœurs, que on dans le pays, que dehors pays, comprendre que le pays nous a progressé, c'est que l'État valorise ça. Et je dis à ça, l'État haïtien, c'est d'abord une petite partie du territoire. Et ensuite, il y a une masse population. Donc, le travail que Oasis va faire... Vous dites une partie du territoire? Et oui, c'est une petite partie de territoire. Que l'État gagne, on dit? Oui, une petite partie de territoire que l'État gagne. C'est la première richesse pays, c'est terre. Okay. Donc là, nous-mêmes, nous avons essayé de permettre à ce que l'État attire le mieux possible de ça. Alors la question de savoir, est-ce que ça est plus important que la préservation de l'environnement, ça, ce n'est pas la question qu'on débat là. Ça qui est important, c'est comment mettre dans un pays suffisamment d'activités et tout en protégeant cet environnement qui a garanti que les gens qui dans le pays vivent bien, que les gens ont un travail, que les Haïtiens suspendent à courir pour prendre humiliation de l'autre côté. Si les gens pensent que ça, c'est de la politique, oui, c'est de la très haute politique. Parce que les gens qui vont faire politique, il faut penser au bien-être de gens dans le pays. Si les gens pensent que c'est des politiques électoralistes, ça, c'est leur choix. Et parce que là, pas d'élection qu'a faite et Dr Jean-Paul Mathurin pendant aucune procédure électorale. Là. Ça fait 4 ans que nous avons gommé avec le projet ça. Nous avons bien compris que combien de monde dans le pays qui porteurs de projets aussi importants et qui passent 4 ans à dépenser quoi, à voyager, à prendre risque chaque jour avec toute équipe pour permettre que nous arrivions dans le stade que nous arrivons là. Ça coûte un pile cop. C'est comme qui peut faire 15-20 élections. On parle là, gâtant gaspillé déjà, pour nous arriver juste là. Donc, il faut que nous, avec frères, nous, sœurs, nous, haïtiens, comprenions, ouvrez nous. Et regardez pour nous, côté là, nous, haïtiens, à courir à l'autre côté, ça va aller chercher travail. Donc, ça a la possibilité de mener un travail là. Et actuellement, il y a un pile haïtien, captant de nous, qui est dans un pays étranger, qui ont même et comprendre ça capoté. Il y a un plan qui est fait actuellement pour les meilleurs hôpitaux de services capables de venir localiser dans la région. Parce que là, il y a des gens qui ont le travail, qui ont touché bien, qui ont une couverture d'assurance, donc qui ont payé les services hospitaliers et les soins hospitaliers. Il y a un pile acteur haïtien qui a regardé quel type d'hôtel que vous allez mener. Oui, mais avant ça, est-ce que gagnez des investisseurs haïtiens qui ont investi dans le projet ça? Alors, la beauté du projet... Quitte-les en Haïti ou bien les à l'étranger? Oui, non. Le projet est ouvert aux investisseurs et en général. Alors, il y a une particularité dans le projet Oasis là. L'ensemble de financement et pour tous les aménagements qui peuvent être faits dans le projet et pour la plupart des entreprises qui peuvent l'installer, ils ne sont pas fait avec l'argent qui est dans le pays ou bien l'argent qui est sorti dans le pays. C'est l'argent qui est sorti à l'extérieur. Et parmi les gens qui ont porté l'argent, il y a des Haïtiens avec une autre nationalité, même gens, il y a des étrangers, total, qui ont rentré là. Maintenant, et nous-mêmes qui propriétaires projet, jusqu'à minute, ça n'a pas parlé là, le projet Oasis Village, c'est un projet haïtien. Nous créons une société en 2018 qui est Haïti Développement Industriel International. Sigle, c'est ADI SA. Équipe ça, job pali, c'est chercher opportunité, créer des aménagements pour permettre que le pays absorber les investissements et créer opportunité pour le monde là-dedans. C'est ça, compagnie ça que nous créons depuis 2018. Et c'est compagnie ça qui est propriétaire projet Oasis Village là. Projet ça qu'on y a pendant la installé, ça nous dit nous t'a remet que c'est haïtien à haïtienne, frère nous que dans pays à que dehors qui propriétaire base projet. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire l'op installé, on va le construire un caille ou pour construire base caille là. OK. Base projet Oasis Village là ça li. C'est aménagement site là. À savoir, une fois nous finissons signer un contrat avec l'État haïtien, c'est fait toute route. Mettez 2 minutes malheureusement pour me finir. Oui. Dis-nous, l'État lui-même, la part de marché de l'État dans le projet ça, c'est ce que ça représente? Non. L'État c'est enfermé nos terres à travers un bail amphithéotique. Mais l'État a tout service qui est chargé à la fois pour assurer la surveillance de son territoire et la sécurité des installations qui sont dans le territoire et la perception de ses avantages à travers la douane, à travers la DGI, et qui, déjà la DGI, c'est avec la DGI qu'on travaille là qu'on y a pour finaliser l'enfermage amphithéotique là, sous site là. Et puis, une fois que le film est en place, l'État peut arriver à service que ce soit ONA, ou FATMA, et DGI, et douane, etc.,
pour que l'y fait travail par lui. Donc, en termes de l'État, pas mettre $1. Donc, l'État s'est enfermé, là, enfermé dans le théâtre. Et la balgue vous recevoir. Non, l'État peut toujours recevoir. C'est ça. Maintenant, projet, ça, je pense que si je un projet, je vais le faire, je vais l'argent de démarrage, de départ. Tout à fait. Là, on a parlé de combien millions, combien milliards? Pour faire mise en place ce projet, ça, on a parlé là de 621 millions de dollars américains. D'accord, dans 621 millions de dollars américains, ça, équipe par moyen engagé déjà au moins 50 millions de dollars américains. Et on a continué à mettre comme toujours. Et actuellement, nous avons ouvert un barrage que nous allons pour nous parler de ça plus tard. C'est qu'on a ouvert une possibilité de participation aux Haïtiens et aux Haïtiennes dans réunis minimum ça. On a dit minimum parce que pour parler à titre très bref, première phase, ça, on a parlé pour faire port, arrière-port, et génération électrique, entreposage produits pétroliers, entreposage produits gaziers, téléphonie, banking. On a parlé là de 3,6 milliards de dollars. Comme ça, lui-même est déjà fixé déjà et disponible pour s'engager. Donc, nous-mêmes, les 621 millions, ça, c'est ça qui peut-être, en plus de l'espace national là, c'est ça que nous allons mettre en commun et qui commence à réunir de la part des Haïtiens pour permettre à ce que nous maîtriser la base à terre de projet qui va bien pour recevoir investissement. Quel plus gros obstacle nous devons contourner, ou bien nous capables de contourner, ou bien nous capables de faire face? Et c'est malheureusement les gouvernements haïtiens. C'est les plus gros obstacles. Et c'est eux-mêmes qui sont censés gagner clé pour avoir autorisation pour installer dans le territoire. Mais c'est eux-mêmes tout qui ont des clés à pas de la guerre. Donc finalement, clé a relâché. D'espérer que pas l'autre obstacle supplémentaire qui vient. Justement, est-ce que là, nous sommes capables de dire à 70 à 80%, projet n'a pas abouti, ou encore démarche a abouti? Pour nous-mêmes, nous disons 100% faut que le projet a abouti. Maintenant, il ne reste que les responsabilités de l'État. Et à ce niveau, ça ne dépend que de l'État, mais l'État à travers le gouvernement haïtien. Et c'est ça que fait nous-mêmes, nous n'avons pas perdu espoir parce que nous passons 4 ans, nous avons 3 administrations passées déjà. Il y a une bagaille notamment que les Haïtiens songent, c'est que tout ça qui doit être fait pour utile Haïti, pas de monde qui a empêché le fait. Et ça, c'est des projets qui sont utiles au pays. Et donc, les gouvernements ont fait obstacle par rapport à des projets de progrès et de développement pays. Ils comprennent tout que je ne joue pas au compter. Parce qu'un gouvernement, c'est lui qui a la commande de la conduite de l'État. Donc, c'est lui-même qui peut bailler passage là, s'il pas bailler passage. Et malheureusement, nous perdu 4 ans, nous perdu de gros investisseurs. Bon, heureusement, et merci bon Dieu, qu'il y a d'autres investisseurs que nous arrivons à capter et qui viennent là. Je suis content avec nous matin. Malheureusement, le a bousculé nous, gagné vraiment pile questions pour nous continuer à poser, mais peut-être nous saisissons l'autre occasion pour nous faire ça. Et merci parce que tu as accepté. Avec grand plaisir. Merci à vous-même et merci à tout auditeur radio et télémétropolio. Et nous peut-être, nous allons rentrer dans la phase de vraiment mise en œuvre de projet. On a tout dit à frères actions haïtiens que nous allons parler de moins en moins. Nous allons passer dans la phase d'action, d'agir. Oui. Et où ça a fait, moi-même, c'est sur le terrain. Parce que nous sommes très pratiques et pas de temps pour nous perdre. Donc nous perdons déjà trop de temps. Et le moment arrivé qu'on y a pour que dès lors que nous finissons les dernières autorisations et qui requisent et pour que nous soyons capables. Donc idéal pour nous, c'est que nous ayons réalisé tout ça et que l'étude d'impact que nous avons fini avant fin d'année, de sorte qu'en début d'année prochaine, nous avons commencé à mettre les coups de pioche et pour démarrer avec le projet. Merci encore une fois. Merci à vous-même tout. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était le docteur Jean Palerme Mathurin autour du projet Oasis Village. Merci de nous avoir suivis. Bonne semaine à chacun de vous, mais surtout passez une très bonne journée avec Métropole. Et Lisa Loto.